L'équipée bleue est à définir comme la grande fête de la série des équipes, ce bateau en double pour les jeunes de 10 à 15 ans, inspiré volontairement du Flying Dutchman, célèbre dériveur olympique. L'équipée bleue, créée en 1983, a sillonné tout le territoire, que ce soit par le littoral ou par les plans d'eau intérieurs, contribuant ainsi par son impact auprès des équipages, des parents ou de l'encadrement, au développement rapide de la série en France, mais aussi à l'étranger. L'équipée bleue est un grand rendez-vous, auquel tous les compétiteurs en équipe souhaitent participer un jour afin de marquer l'histoire d'une épreuve qui a su grandir au fil des ans, tout en restant particulière dans le monde de la voile et constituant un grand moment de la vie sportive des compétiteurs. Il s'agit d'une expérience qui n'a pas son pareil, qui allie tous les plaisirs, toutes les subtilités de la régate, mais grâce à son environnement, constitue un temps fort de pédagogie appliquée, avec l'utilisation en particulier de la vidéo et la présence de sportifs de haut niveau qui amènent expérience, conseils, commentaires sur les situations vécues sur l'eau auprès des jeunes participants. Pour l'instant, on dirait que vous regardez votre bateau, vous ne vous occupez pas de ce qui se passe autour. Le vent, hein, l'équipier sera en équipage pour observer le bateau. Cette année, l'équipée bleue, après Cherbourg, fait retour sur les plans d'eau intérieurs et plus précisément ceux de l'Aveyron, département à caractère touristique très marqué, auquel 74 équipages et leurs accompagnateurs ont été sensibles. Entre Millau et Rodez, au cœur de l'Aveyron, entre le Lévezou et l'Écosse, s'étend une région au relief accidenté. C'est là, à 800 mètres d'altitude, que se trouve un vaste plateau du Lévezou, où s'étendent de grands lacs alimentés par les barrages d'EDF. L'un des lacs les plus importants du sud de la France, avec 120 km de rive, le lac de Parlou a été retenu pour accueillir l'équipée bleue version 97, et c'est tout naturellement le CYVP qui a organisé cette édition. Il s'agit de l'épreuve la plus importante jamais organisée par le club à ce jour, avec donc 74 bateaux inscrits. Durant une semaine, tous ces équipages ont animé le lac de Parlou de fort belle manière, même si le vent a parfois fait défaut et souvent s'est fait attendre. Les images présentées ici sont le résultat d'un coup d'œil systématique sur le plan d'eau, car un point fort de l'équipée bleue est la pédagogie. À cette fin, l'image vidéo est utilisée chaque soir, commentée par des sportifs de haut niveau ou par les animateurs de la série, reprenant ainsi par thème les problèmes rencontrés sur l'eau. L'édition 97 n'a pas failli à la tradition, et la bonne humeur a régné à l'occasion des retours à terre ou encore des moments sans vent. Des activités diverses ont pu être organisées, permettant d'appréhender le milieu de manière différente, abandonnant un instant la barre ou les écoutes. Nous ne présentons pas ici un reportage sur l'épreuve, mais à l'aide des commentaires effectués en direct sur le bateau vidéo, nous pouvons proposer une analyse technique que chacun pourra replacer dans les situations présentées, type de parcours, situations rencontrées sur l'eau, manœuvres, passage de bouée, en présence ou non d'adversaires, permettant de mettre en évidence les différents problèmes techniques, réglementaires ou encore les réglages. Il s'agit donc d'une bonne évaluation du niveau constaté chez les coureurs, source de progrès ultérieurs. Et c'est Marc Laurent, ex-champion du monde de double, en direct, qui va accompagner par de judicieux conseils la course restituée ici, par de petits morceaux de régate, sans chronologie ni choix des parcours, mais jugés intéressants pour la formation des jeunes coureurs. Donc on se trouve sur un largue relativement serré. Donc on devrait avoir toutes les dérives qui soient complètement rentrées, puisqu'avec le SPI on n'est pas loin de doubler la surface de voile du bateau. Donc il est essentiel sur un largue hyper serré comme ça de tout laisser dans l'eau, de manière à offrir le maximum de surface anti-dérive. Ah, par exemple on voit le 1780 qui a relevé la moitié de la dérive. Surtout dans le petit temps où le bateau a très peu de vitesse, c'est essentiel de la laisser complètement enfoncée.
Donc on est toujours sur la première section qui s'est courue sous spi et le vent n'arrête pas de tourner à droite. En même temps qu'il affaiblit. Donc là on doit laisser toute la place au bateau qui était intérieur et engagé pour contourner la bouée. Même un contact entre le spi et les haubans d'un adversaire, c'est considéré comme une faute. Donc attention à ça. Quand il y a beaucoup de vent, le spi peut voler et toucher un hauban et donner l'occasion d'une réclamation. Donc laissez une place largement suffisante. Alors là, on se trouve dans l'axe d'un des bords de spi. Et vous pouvez mesurer l'écart en latéral que certains bateaux ont pris en montant plus haut que la ligne droite. C'est environ une quarantaine de mètres. Alors c'est vrai que comme la densité des bateaux est importante, passer au vent peut être avantageux. Mais il y a sûrement des bateaux qui vont réussir, à contrario, à se glisser sous le vent. Ça, c'est tout le jeu de la régate. En sachant qu'à cette bouée là, tous les bateaux qui arrivent par-dessous le vent engagent évidemment tous ceux qui arrivent par au-dessus. Et que souvent la décision se fait là. On sait si on a gagné ou perdu après le passage de la bouée en fait. Alors là c'est évident que les espaces entre les bateaux sont bien trop réduits pour que le règlement soit respecté. Hein. On voit des spis qui se touchent, des coques qui se touchent. Alors, navigation dans le petit temps avec un équipage qui est bien avancé. On voit le tableau arrière qui dégage pratiquement sous le vent. Ils sont très à plat, enfin, elles sont très à plat, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant puisque en gitant un petit peu on peut arriver à décoller environ 10 à 20% de la surface mouillée du bateau, donc c'est toujours intéressant. Mais on peut remarquer là que l'écoulement au tableau arrière est relativement propre et c'est ça qui est important. On ne doit pas avoir d'énormes remous au tableau, il faut que l'eau s'échappe de façon très libre, qui ne revienne pas par-dessus le tableau. Bon, les voiles sont bien bordées quand même, mais sur eau plate ça peut se tolérer. Virement pas trop mal réussi, en douceur, avec une remise à plat sûrement un petit peu trop rapide. Ce qu'on peut quand même noter, c'est que la grand voile est toujours trop bordée. La chute est pratiquement complètement rectiligne. Que le bas de la grand voile est bien trop aplati pour ces conditions. Il faudrait que tout ça respire un petit peu plus. Et maintenant, c'est la chute du Génois qui est trop bordée. Vous devez rarement avoir le Génois, la chute qui rentre à l'intérieur des barres de flèche. L'extrémité de la barre de flèche semble être un maximum même dans le petit temps, surtout dans le tout petit temps. Là il y a en dessous de force 1 et on doit commencer déjà à déborder un petit peu les écoutes par rapport à force 1,5 par exemple. Voilà, maintenant le bateau est bien réglé. Avec une grand voile quand même toujours un peu tenue, mais sur la petite accélération devant, les voiles sont correctes. Et là par contre c'est intéressant d'avoir le bateau très à plat. Voilà, là c'est parfait. Voilà, très bien, en douceur. Vous avez remarqué que le premier coup de barre est très doux. Il y a eu très peu d'angulation de barre pendant tout le virement. Et le bateau a gardé une bonne vitesse.
Donc sur les plans d'eau intérieurs où les vents sont très instables en intensité surtout, n'oubliez pas que les écoutes, ça se règle constamment, de manière à adapter l'ouverture des chutes à la force du vent. Là, cet équipage italien est bien réglé en général pour 1,5 et dès que ça tombe en dessous, comme il n'y a pas d'action de choquer d'écoute, eh bien les voiles se trouvent trop bordées. Là, à l'inverse du bateau italien, on a des voiles qui sont, notamment la grand voile, qui est relativement débordée. Elle est peu centrée. On est peut-être sur un près pas très pointu. Non, je vois les pénons là, donc il est exactement au près serré, avec une grand voile qui est trop débordée. On voit l'attaque qui faceille même légèrement, qui est soufflée un petit peu par le renvoi du génois. Et avec un Alba qui est relativement tendu, donc cet équipage là gagnerait à relâcher un peu de Alba et de reprendre un peu d'écoute de manière à recentrer la baume. Un équipier qui est vraiment vigilant sur tout ce qui se passe là, surtout devant d'ailleurs, hein. Apparemment derrière c'est pas un gros souci, la vitesse est là. Alors la bouée est à environ 40 mètres. Le SPI est envoyé sur les bateaux qui les précèdent. C'est bien, on installe le tangon avant. Avec un équipier qui se place toujours bien dans le bateau pour que le barreur soit correctement assis. Alors on est en train de passer au large de la bouée. Ils sont montés un petit peu trop haut. Mais ça va permettre d'envoyer le SPI un peu au-dessus de tout le monde et d'exploiter au mieux le rendement du SPI sur un largue qui sera un peu moins serré que les autres. Voilà, ils ont gardé toute la dérive, c'est bien. Alors par derrière, on peut voir que le SPI sur un largue serré a une chute qui referme énormément, notamment dans le haut. Voilà, il faut veiller à ne pas trop border parce que c'est là où on arrête le bateau parce que le SPI devient un véritable aérofrein là. Vous voyez la chute qui est complètement rectiligne et qui coupe complètement l'écoulement entre la grand voile et le SPI quand il y a du vent. Alors là c'est le moment où on peut affaler le SPI de manière à être un peu plus à l'aise dans le bateau et arriver à déceler les moindres courants d'air qui arrivent sur le bateau. C'est d'autant plus valable si on attend du vent qui est refusant. Si on attend du vent adonnant, ce n'est pas nécessaire de l'affaler. Comme c'est le cas en ce moment. Là, on peut relever un petit peu de dérive par contre, puisque le vent a largement adonné. Déborder sûrement plus la grand voile que ça. Voilà, le vent commence à refuser de nouveau, surtout avec l'augmentation de la vitesse du bateau. On a le vent apparent refuse. Là, il faut surveiller la girouette, c'est sûrement le meilleur indicateur. Et la grand voile est toujours un peu trop rectiligne de chute, et ça c'est dû au fait que le Alba est resté toujours trop étarqué. Alors là, le fait qu'il soit décalé un petit peu au vent de tous les autres concurrents fait qu'ils ont les risées avant et ils vont pouvoir se laisser tomber sur eux progressivement.
Là on voit la barreuse qui fixe le prochain objectif, c'est-à-dire la prochaine bouée à virer. Et ça c'est essentiel d'avoir toujours cet objectif en ligne de mire de manière à adapter la route du bateau, la trajectoire du bateau en fonction des risées qui touchent le bateau. C'est-à-dire que ça permet de descendre sous le vent de l'objectif quand on touche une risée et de remonter au-dessus de l'objectif quand on tombe dans un calme, de manière à entretenir au bateau une vitesse relativement constante. C'est la meilleure façon de gérer en tout cas un vent qui est instable en intensité. Par contre, les filles ont gardé toute la dérive alors que le vent, après le passage de la bouée bien sûr, est plus arrivé sur le bateau, plus portant. Oui, le problème c'est qu'elle a l'air un peu dure. Voilà. Alors on se trouve maintenant, le vent adonne toujours et on se trouve sur une allure de plus en plus arrivée. Là on voit un équipage suisse qui adopte une contre-gîte qui favorise la sortie du speed derrière la grand voile. Mais à mon sens, le vent est trop pointu quand même pour faire ça. Voilà, d'ailleurs, ils sont obligés de lâcher un petit peu le bras au vent. Voilà, ça c'est une technique qui ne se justifie pas pour l'allure actuelle. On l'emploie sur le plein vent arrière, de manière à réduire la surface mouillée du bateau et à dégager complètement le speed derrière la grand voile. Rien que par son poids, de lui-même, il tombe au vent. On approche d'une bouée avec une concentration de bateaux importante et on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des priorités, du moins de l'eau à laisser pour contourner la bouée. Alors bien sûr ça crie un peu. Et là encore on voit des contacts. On voit des contacts et j'espère qu'on va voir des pavillons rouges sortir ou bien des gens réparer leur faute. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Il ne faut pas oublier qu'une image vidéo peut servir pour un jury, pour étayer soit un témoignage, soit au jury pour disqualifier éventuellement. Là, comme ceux qui sont au vent ont démarré. Ceux qui ont réussi à serrer tout de suite au passage de la bouée ont réussi à avoir du vent plus frais et ont creusé un petit trou. C'est sûr que sur des petits segments de parcours comme ça, rester sous le vent, c'est prendre un gros risque. Surtout quand la densité de bateau est importante. Donc là, on attaque un largue très très serré, donc on doit avoir toute la dérive et surtout éviter de se laisser tomber sous le vent. Là, on voit un équipage, le 2091, qui a perdu 3 mètres sous le vent et qui se retrouve complètement encalminé sous le dévent des bateaux. Donc là, essayez de garder la position intérieure à la bouée pour ressortir toujours au vent de tout le monde. Voilà, et éviter de descendre sous le vent comme le Z1714. Ça ne justifiait pas de partir près bon plein pour se coller sous les autres sous le vent. Il valait mieux garder l'avantage qu'il avait pris au vent. Ce qui permet notamment de sortir le spi si le vent adonne et de profiter au maximum du spi en descendant, quitte à descendre un peu sur les autres. Là, on est sur un bord qui tantôt permet de spier pendant de courts instants, tantôt qui oblige à être au près serré. Donc là, il y a une tactique qui consiste à
à essayer de faire le moins de chemin possible et je crois que la meilleure solution c'est de rester sur la ligne droite. En sachant que dans le petit temps, on est plus rapide au pré bon plein que sous spi, donc que c'est pas forcément payant de vouloir absolument grimper pour envoyer ensuite le spi. Surtout avec un génois. Le génois ayant un très bon rendement dans les petits airs sur les prés débridés. Ouais, on va vérifier sur ce bateau ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la gîte à donner dans le petit temps, de manière à décoller une partie de la coque, ce qui permet de réduire la surface mouillée, donc de réduire les frottements et d'avancer légèrement plus vite. Donc là on voit bien qu'il y a 20 à 30% de la carène qui ne touche plus l'eau, sans que l'écoulement soit perturbé, puisque l'équipage est bien avancé, et donc on voit que la partie du tableau arrière de bâbord là permet de générer un écoulement relativement propre. Voilà, donc intérêt de garder 3 à 5 degrés de gîte dans le tout petit temps. Avec là, vous voyez, dans le tout petit temps, une chute de grand voile qui se referme très très vite. Et là, l'équipage n'a pas relâché le halba. Dans ce temps-là, il n'y a pas besoin de prendre de halba. Même si le vent se lève à force 1, 1,5, la tension d'écoute suffit largement pour tendre la chute de la grand voile. Donc vous pouvez avoir un halba tout mou, constamment. Là, on remarque aussi que la chute de génois est bien trop bordée, qu'elle est à l'intérieur de l'extrémité des barres et que le couloir est bien trop refermé de ce temps-là. Bonne bascule. Le barreur qui reste sous le vent longtemps et qui revient sur l'autre côté, peut-être un peu brutalement, pour donner un temps moteur dans le virement de bord. C'est-à-dire un temps qui permet de se propulser avec l'air apparent, le vent apparent qu'on se procure avec la rotation du bateau. Alors un équipage féminin très concentré du côté au vent du long bord de largue qui nous amène vers la première bouée à contourner. Et là elle profite de bouffées qui descendent depuis la terre, poussées sûrement par un nuage un peu plus sombre qu'un autre. Et elles sont en train de prendre l'avantage sur les bateaux qui sont sous le vent et qui vont profiter un peu plus tard de ces risées. Voilà, ça refuse maintenant. C'est là qu'on apprécie la valeur. Alors on va s'attarder encore un peu sur cet équipage féminin qui a un réglage de voile un petit peu bizarre, dans la mesure où le génois est largement débordé et que la grand voile est pratiquement bordée comme au pré, et on se trouve sur un pré bon plein. Donc l'équipière apparemment est vigilante et règle son génois à la limite du façillement. On voit les pénons, notamment le pénon au vent, là il vient de choquer, mais tout à l'heure il était horizontal. Et donc le barreur devrait, ou la barreuse devrait relâcher de l'écoute, mollir sûrement un tout petit peu le halba, parce que on voit que le pénon qui se trouve sur la latte forcée ne flotte pas dans l'axe. Je crois qu'il y a un petit problème parce qu'il est accroché là, mais ça c'est un signe important à prendre en compte, c'est la façon dont flottent les pénons sur les chutes de grand voile. Vous devriez avoir tous 2 pénons tels qu'ils sont implantés là sur la chute de la grand voile, un au milieu et un près de la latte forcée. Et on va aller voir sur d'autres bateaux, mais le type de fonctionnement du pénon, c'est-à-dire soit en laminaire, soit en écoulement perturbé, peut renseigner utilement sur la façon de border les voiles. Un équipage poids-plume, très concentré.
Alors l'équipage poids plume, on va lui montrer sa grand voile, la tête qu'elle a. Ça va lui permettre d'être vigilant aussi sur la grand voile. Et ben voilà, il vient de voir la latte forcée qui n'était pas du bon côté et qui est vraiment récalcitrante. La bordure qui est très étarquée. De ce temps-là, il est important de donner le volume maximum au voile, surtout au génois. La grand voile, c'est un peu moins important, mais il ne faut pas que ça soit une tôle quand même. Alors, nous sommes en tête de la course avec l'équipage suisse. Et cet équipage a pris environ 500 mètres d'avance depuis le départ sur l'ensemble de la flotte. Ce qui signifie que non seulement ils vont vite, mais qu'ils ont tiré les bonnes options sur ces grands bords de près. On va faire un petit peu le tour du bateau maintenant pour voir comment ils sont réglés. Alors depuis l'arrière du bateau, on peut déjà voir que les volumes sont importants, et dans la grand voile, mais surtout dans le génois. Donc ça vérifie un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure à propos d'un équipage qui avait une grand voile très aplatie. Il faut du volume pour naviguer dans le petit temps. On va se rapprocher. Alors la grand voile, légèrement débordée sur la bordure. Et on voit que, alors c'est peut-être dû aux barres de flèche, mais en tout cas elle a un volume généreux, légèrement vrillé, avec un pénon situé en haut de la latte forcée, qui fonctionne moitié en écoulement turbulent, ouais, plus que moitié d'ailleurs, qui fonctionne les 3/4 du temps en écoulement turbulent et de temps en temps qui vient en laminaire, à de brefs instants. Ça veut dire que la grand voile est vraiment bien bordée et qu'il ne faudrait pas la border plus, sinon on risquerait de s'arrêter. Alors ça c'est un signe important. Et je vous invite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à mettre tous un pénon en extrémité de latte, du moins sur la chute, au niveau de la latte forcée, pour vous donner des indications sur la qualité de l'écoulement sur ce niveau de la voile. Et donc, le réglage qui fonctionne bien, c'est lorsque ce pénon fonctionne 50% du temps en laminaire, c'est-à-dire qu'il flotte derrière la grand voile, et 50% en écoulement perturbé, c'est-à-dire qu'il revient vers l'avant de la grand voile. Alors on va regarder maintenant le génois, qui lui là présente un volume très généreux. On va en profiter pour regarder un petit peu le virement. Voilà, vous avez vu une gîte importante qui a permis ensuite de relancer le bateau avec une remise à plat qui a été très progressive. Et notamment, le bateau n'a pas rebasculé au-delà de la verticale. Et ça, c'est important parce que cette mise à plat a tendance à freiner le bateau. Le bateau est resté calé à un angle de gîte idéal, là, d'environ 3 à 5 degrés. Alors là, la grand voile est restée un peu trop débordée, un peu trop vrillée. Et c'est ce qui occasionne le manque de cap dont on avait parlé l'autre fois sur ce même équipage. Donc on va revenir sur le génois et on va regarder pourquoi ils obtiennent un volume aussi généreux.